Imaginez le nombre de personnes qui sont capables de réparer des moteurs dans le pays. Si on avait une coopérative de mécaniciens, on pourrait y mettre des milliers de personnes et avoir une très grosse coopérative. Et ça, c'est ça l'avenir. Moi, je suis toujours impressionné quand je me promène dans votre pays de voir la capacité de débrouillardise des gens. Un camion qui est en panne, eh bien, il va être réparé, même si on n'a pas les pièces. Ça s'appelle de l'innovation. Or, l'esprit d'entreprise, il n'a pas été inculqué dans les écoles aujourd'hui. J'ai eu la chance d'enseigner dans plusieurs universités, notamment des cours d'entrepreneuriat. L'esprit d'entreprise n'existait pas. Il n'y a pas de volonté de se lancer dans une activité économique parce qu'il n'y a pas l'esprit d'entreprise. Et l'esprit d'entreprise, on doit l'inculquer de l'école primaire jusqu'à l'université. Pourquoi la réglementation fiscale n'est pas harmonisée dans un acte uniforme? Mais tout simplement parce que le pouvoir de lever l'impôt est une compétence régalienne des États. Donc, vous avez ça dans toutes les organisations régionales. Dans l'Union européenne, par exemple, l'Union européenne ne prélève pas d'impôts. Honorable président, honorable membre du bureau, chers étudiants parlementaires, la question de l'efficience du droit au HADA et son taux de pénétration en République démocratique du Congo chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Je vous ai donné tout à l'heure des exemples liés à la grandeur de votre pays et parfois à l'enclavement de certaines régions. Donc le droit au HADA n'a pas pénétré, je dirais, de la même façon à Kinshasa que dans la province de la Mongala, par exemple. Le secteur informel, il est utile. Je pense qu'il faut le voir comme un laboratoire de formalisation future, avec un cheminement possible par le statut de l'entrepreneur. Mais c'est aussi, toujours sous forme de laboratoire, c'est là où il y a de l'innovation. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de séjour, à laquelle un seul point est inscrit à l'ordre du jour, quid de l'attractivité du droit au HADA pour les jeunes entrepreneurs. Pour échanger sur ces sujets, nous avons un invité qui nous vient tout droit de France. C'est le professeur Stéphane Mortier qui nous fait honneur de participer à cette séance plénière. Comme je viens de le dire, il est professeur des universités, représentant de l'UNIDA France en RDC. Il est secrétaire général de l'Institut africain de réflexion stratégique, mais aussi expert en droit au HADA. Avec lui, nous allons échanger sur le droit au HADA et les jeunes entrepreneurs, quelles corrélations, quel apport, quels avantages, et comment les jeunes entrepreneurs peuvent comprendre ce droit et émerger sur le plan entrepreneurial. Sans plus tarder, nous allons l'accorder 15 minutes pour nous faire un tableau panoramique de l'analyse qu'il a de ces sujets. Ensuite interviendront les questions-réponses des honorables parlementaires ici présents. Monsieur le professeur, vous avez la parole pour votre allocution. Honorable président, honorable membre du bureau, chers étudiants parlementaires. Alors, quid de l'attractivité du droit au HADA pour les jeunes entrepreneurs? Dans un premier temps, je vous exposerai très brièvement ce qu'est le HADA et ce qu'il recouvre, pour ensuite rentrer un peu plus dans le détail des règles qui régulent en quelque sorte l'entrepreneuriat et l'activité économique de façon, je dirais, succincte.
Et enfin, j'aborderai les freins. Il n'y a pas que des avantages dans l'entrepreneuriat, il y a aussi parfois des difficultés. Donc, on relèvera les quelques difficultés qui peuvent survenir. Alors, l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, c'est à la fois une organisation régionale et un corpus juridique. Organisation régionale parce que le traité instituant l'OHADA le prévoit, et donc avec un secrétariat permanent qui est installé à Yaoundé, mais aussi d'autres institutions comme la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est à Abidjan et l'École régionale supérieure de la magistrature qui est au Bénin. Ça, c'est le côté institutionnel. Le côté corpus juridique, eh bien, c'est un corpus juridique qui est repris dans le code OHADA, tout simplement, avec 11 actes uniformes. Donc, c'est 11 pans du droit des affaires qui sont harmonisés et qui s'appliquent dans l'ensemble des États membres de cette organisation régionale OHADA. 17 États membres, dont la République démocratique du Congo, qui est le dernier État membre à avoir rejoint l'organisation. L'espace OHADA va du Sénégal à la République démocratique du Congo, essentiellement des pays d'Afrique francophone, mais également la Guinée-Bissau qui est lusophone et la Guinée équatoriale qui est hispanophone. Par contre, tous des États de tradition civiliste, de droit civil, de droit romano-germanique, comme on peut l'appeler. Et peut-être un 18e, voire un 19e État membre dans les mois ou quelques années à venir avec le Burundi et Madagascar. Ce qu'il faut retenir de l'OHADA, c'est son processus décisionnel. Les textes sont adoptés en Conseil des ministres. Un Conseil des ministres réunit les ministres de la Justice et les ministres des Finances des 17 États membres et vont valider les propositions de révision de texte ou les textes nouveaux. Évidemment, tout cela est préparé en amont par les commissions nationales OHADA. Donc, dans chaque État membre, une commission nationale OHADA est mise en place avec quelques experts qui vont réfléchir sur ces questions. Et en amont du Conseil des ministres, eh bien, tous les experts se réunissent par État et vont discuter des détails techniques des textes avant de les présenter à la validation des ministres. Une fois cela fait et les textes validés par le Conseil des ministres, eh bien, ils vont s'imposer de facto dans la législation nationale de chaque État membre dans un délai prescrit de 60 jours après leur promulgation. Et vont devenir la législation commune et je dirais même la législation nationale dans les 17 États membres. Donc ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Dans le corpus juridique de l'OHADA, tous les textes ne vont pas nous intéresser en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Deux actes uniformes principaux, peut-être même 3 voire 4, vont être plus particulièrement intéressants pour ce qui nous concerne. Le premier, c'est commercial et au groupement d'intérêt économique, bien sûr, puisque c'est dans cet acte uniforme que l'on va trouver tous les éléments nécessaires à la constitution d'une entreprise, à la vie quotidienne d'une entreprise, et jusqu'à la disparition de cette entreprise par dissolution ou éventuellement lorsque cette entreprise connaîtra des difficultés. Mais là, on va tomber sur un autre texte qui est l'acte uniforme relatif aux procédures collectives qui nous concerne aujourd'hui. On pourrait adjoindre à cet acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique l'acte uniforme sur les coopératives. Très important aussi, puisque les coopératives, aujourd'hui, sont considérées, en tout cas par le droit OHADA, comme étant des sociétés commerciales. Avec deux types de coopératives, mais ce qui ne nous intéresse pas forcément ici. Ensuite,
l'acte uniforme relatif à l'information financière et à la comptabilité. Celui-là est très important également, tout simplement parce que c'est ce qui va donner l'image de l'entreprise, c'est ce qui va donner au moment T ou en fin d'exercice l'image de l'activité de l'entreprise, au travers de chiffres bien entendu, mais aussi de donner la valeur de cette entreprise lorsqu'elle sera éventuellement prête à accueillir d'autres associés, d'autres actionnaires ou encore pour changer de main. La comptabilité, qu'elle soit... alors vous allez voir qu'on a deux types de comptabilité, donne vraiment un état des lieux sur la santé d'une entreprise à un moment T ou en fin d'exercice. Et c'est fondamental parce que la comptabilité, c'est de l'information financière externe, mais aussi interne, utile à l'entreprise dans son quotidien. On doit savoir où on se situe et vers où on va. Ça, lorsque quelqu'un veut contractualiser avec une entreprise, eh bien, il peut se renseigner au travers du RCCM, on y reviendra plus tard si vous le souhaitez, pour aller voir l'état de santé de son futur partenaire, sous-traitant ou autre. Ce qui permet de choisir ses partenaires en fonction de leur fiabilité et de leur solidité financière. Donc c'est cet aspect information externe qu'il faut, à mon sens, retenir. La comptabilité OHADA est divisée en deux sous-catégories. La première, je dirais que c'est le système normal, qui est basé essentiellement sur les standards internationaux en matière de comptabilité, qui peuvent paraître assez lourds d'ailleurs. Hein. Donc, on se base sur les normes IFRS, notamment, hein, vraiment les standards internationaux. Dans ce cadre-là, en fin d'exercice, on va devoir présenter plusieurs documents, si vous voulez, le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les annexes. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeu complet des états financiers. Ça, c'est valable pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit leur statut juridique, excepté un statut particulier qui est celui de l'entreprenant que j'évoquerai tout à l'heure. Mais il y a une possibilité pour les entreprises plus petites, ou en tout cas avec un chiffre d'affaires relativement restreint, d'avoir un système, ce qu'on appelle le système minimal de trésorerie, avec une comptabilité un peu simplifiée par rapport au système normal. C'est tout simplement le tableau de flux de trésorerie qui ne sera pas présenté de la même manière. Alors, les entreprises concernées par ce système minimal de trésorerie, en fonction du chiffre d'affaires et du secteur d'activité. Pour les entreprises de négoce, tout ce qui est commercial au sens commerce, il faut que ces entreprises aient un chiffre d'affaires de moins de 60 millions de francs CFA. Alors pourquoi francs CFA? Eh bien parce que la monnaie la plus répandue dans la zone OHADA est en francs CFA, donc c'est la monnaie de référence, mais il est bien indiqué dans les textes, ou toute autre monnaie d'un État membre avec la conversion, bien entendu, ce qui fait plus ou moins 110 000 dollars ou 240 millions de francs congolais, si je ne me rapidement. Pour les sociétés qui exercent dans tout ce qui est artisanal ou assimilé, on sera à 40 millions de CFA, donc environ 55 000 de bien avoir à l'esprit qu'il y a deux systèmes possibles.
soit on adopte le système normal, même si on a un chiffre d'affaires bas, c'est pas interdit, soit on opte, si on est dans les conditions de chiffre d'affaires requises, pour le système minimal de trésorerie. Donc ça, c'est très important à connaître pour l'entrepreneur. Un statut particulier, peut-être difficile de l'expliquer, mais je dirais peut-être un statut transitoire, qui va répondre d'ailleurs aux mêmes règles de chiffre d'affaires que je viens d'exposer. C'est le statut de l'entreprenant. Alors le statut de l'entreprenant, lui, on va le trouver dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général. Et c'est un statut vraiment très simple, hein, c'est uniquement déclaratif, hein, il n'y a pas d'inscription au RCCM. Il suffit de tenir une comptabilité simple, c'est-à-dire les plus et les moins, tout simplement. Et à la charge des États membres, par contre, de proposer des mesures incitatives. On peut considérer ce statut comme étant la possibilité de passer d'une activité informelle à une activité formelle, avec un statut intermédiaire qui est celui de l'entrepreneur. Ça, c'est aussi une possibilité qu'il faut retenir. Alors, ce statut de l'entreprenant, il est déclaratif et aujourd'hui, au guichet unique, vous pouvez vous déclarer comme entrepreneur. C'est assez récent, ça avait un peu pris du temps pour se mettre en place, mais c'est une réalité aujourd'hui. Veuillez chuter, monsieur le professeur. Alors, je terminerai rapidement sur les freins. Ces législations qui sont bien pensées, je pense, en tout cas qui sont fluides et claires pour créer une activité ou développer une activité. Mais la vie d'une entreprise, c'est aussi se confronter à d'autres règles qui généralement sont aussi nationales, des règles fiscales, des règles sociales, des redevances diverses et variées. Et ça peut être un frein. Et évidemment, ça apparaît dans la comptabilité que je viens d'évoquer. Alors, deux choses sur la fiscalité. Ça peut être une lourdeur très importante et voire même parfois amener à la disparition d'entreprises. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on va trouver un peu plus dans les États-providence que dans les États ultralibéraux. Dans l'État-providence, il y a plus de prélèvements, qu'ils soient fiscaux ou sociaux, parce qu'il y a plus de redistribution. Si je prends l'exemple de la France, il y a énormément de prélèvements sociaux et fiscaux, mais il y a des infrastructures, il y a l'électricité pour tout le monde, il y a l'école, les soins médicaux gratuits, etc., etc. Donc, la contrepartie de cette lourdeur fiscale et sociale, elle se traduit par l'accès à des infrastructures sous forme d'une redistribution à l'ensemble de la population. Dans votre pays, c'est peut-être un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué pour diverses raisons, notamment la recherche constante d'échapper à l'impôt. Ça, c'est une réalité. Alors, moi, je pars du principe que plus on essaye de contourner la règle fiscale, plus le législateur va mettre de règles fiscales, puisqu'il faut atteindre l'équilibre financier et budgétaire. Donc, plus on va contourner, plus il y aura de règles qui vont s'échelonner, se hiérarchiser. Ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Ensuite, sur ces règles, sachez que ici, vous avez quand même des règles fiscales qui sont très positives, même si ce n'est pas celle-là qu'on regarde en premier. Je pense à ce prélèvement sur les entreprises minières, si je ne me trompe pas, c'est 0,3%, qui doit être redistribué d'une façon ou d'une autre pour les populations locales. C'est de la fiscalité. Alors, donc vous voyez, il y a toutes ces règles fiscales qui sont utiles. Alors, les règles fiscales sont toujours utiles pour plusieurs raisons. La transparence. Mais cette transparence, il faut la matérialiser. Je vais vous dire comment. La fluidité des finances publiques et du financement des infrastructures. La limitation de la fraude, évidemment. Hein, si les choses sont respectées, il y a moins
de fraude. Et tout ça, ça ne peut se faire que par une solution. Et cette solution, c'est la digitalisation de la fiscalité. À partir du moment où les déclarations fiscales et le paiement de l'impôt se fait en ligne, eh bien, il y a systématiquement transparence, preuve numérique, fluidité et fraude beaucoup plus restreinte. En tout cas, possibilité de fraude beaucoup plus restreinte. Donc ça, c'est important, à condition que on puisse réduire la part du secteur informel, d'où le statut de l'entreprenant qui est intermédiaire vers la société commerciale, et en structurant une partie du secteur informel qui restera de toute façon informel. Ça, c'est important parce que dans le secteur informel, la fiscalité ne pourra pas être, soit il n'y aura pas de fiscalité du tout, soit elle sera toujours un peu douteuse et soumise à l'appréciation du collecteur. Alors que dans le système formel et digitalisé, pour les structures ayant pignon sur rue, je vais dire ça comme ça, eh bien, transparence, fluidité et limitation de la fraude par la digitalisation. Et je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le professeur. Vous pouvez prendre place le temps que l'on prenne des questions. Nous allons donner la parole à l'honorable Freddy. Et l'honorable Shekina Ouazuma se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, distingués publics et ici présents, je vous exprime ma plus haute gratitude pour cette investiture discursive au sein de cet espace d'oralité républicaine. J'ai une question. Monsieur le professeur Stéphane, pourriez-vous nous éclairer sur l'apport substantiel du droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, en sigle OHADA, dans la taxonomie juridique congolaise? Par ailleurs, quelle césure fondamentale établissez-vous entre le droit des affaires pré-OHADA et le droit post-adhésion en République démocratique du Congo? Telle est la quintessence de la question. Merci beaucoup, honorable Freddy. Monsieur le professeur, vous souhaitez répondre ou on prend deux questions et puis vous répondez? Deux questions. Honorable Shekina Ouazuma, pour son allocution. Honorable Président, merci pour la parole. Monsieur le professeur Stéphane, pourquoi malgré la mise en œuvre du droit OHADA en République démocratique du Congo, la procédure de création de sociétés au guichet unique en est toujours lent et nécessite des frais supplémentaires de suivi? N'est-ce pas là un fait qui décourage la formalisation des startups des jeunes entrepreneurs? J'ai dit. Merci beaucoup, honorable Ouazuma. Monsieur le professeur, pour rencontrer les deux préoccupations. Vous avez la parole. Alors, honorable président, honorable membre du bureau et vous tous étudiants parlementaires, particulièrement importante, et je commencerai par la deuxième question sur les formalités de création d'entreprise et les guichets uniques, puisqu'il y en a évidemment plusieurs. Effectivement, ce qui est plus ou moins prévu dans les textes, on devrait avoir formalisé l'ensemble des procédures de création d'une entreprise.
avec des frais relativement faibles. Ici, ça tourne autour de 120 $ ici, normalement. Force est de constater qu'il y a des petits dysfonctionnements dans certains guichets uniques avec une lenteur qui s'est amenée petit à petit. Et aujourd'hui, il faut parfois 3 semaines, 1 mois, voire plus, pour avoir l'ensemble pour aboutir le processus de création dans l'entreprise, avec parfois des petites difficultés dues au personnel. C'est une réalité. Ce n'est pas ce qui est prévu par le droit. Hein. Donc là, la solution ne peut pas venir du droit OHADA lui-même, mais du chef États membres de l'OHADA, on trouve les mêmes difficultés. Et j'en viens à la première partie de la première question sur la taxonomie juridique congolaise et OHADA. Vous aviez une forme juridique d'entreprise qui était la SPRL, la l'OHADA, la SARL. Alors, on trouve encore aujourd'hui pourtant des SPRL qui auraient dû muter vers un statut juridique prévu par l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique. Bien, sachez que dans ces formes juridiques, on a par exemple la société par action simplifiée. Et bien, dans certains États membres de l'OHADA, quand vous allez au guichet unique avec des statuts sous seing privé d'une société par action simplifiée, on ne veut pas vous l'immatriculer. Certains États ne veulent pas reconnaître la forme juridique société par action simplifiée. Et parmi ces États, des États qui sont membres de l'OHADA depuis sa création en 1993. Donc, vous voyez, les dysfonctionnements ne sont pas que relatifs à la République démocratique du Congo, mais à l'ensemble des pays membres. Les dysfonctionnements dans les guichets uniques sont assez courants. Généralement, ce n'est pas quelque chose de forcément rédhibitoire pour créer une activité, mais c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps que prévu et parfois coûter un peu plus cher que ce qui est prévu également. Ça, c'est une réalité qui ne dépend pas du corpus juridique OHADA, évidemment. Sur la première question concernant quid avant l'OHADA et après l'OHADA en République démocratique du Congo en matière de droits des hommes. Je dirais que avant les choses fonctionnaient. Donc il n'y a pas forcément une révolution juridique qui est venue avec l'OHADA. Par contre, l'OHADA a apporté une modernisation de la législation en droit des affaires qui était relativement ancienne ici. Je pense au droit des sociétés, hein, c'était l'ordonnance loi du roi Léopold de 1887, si je ne me trompe pas, qui avait été revue en 1954 ou 51, je ne sais plus trop. Et en 2012, eh bien, on a un nouvel acte uniforme qui vient moderniser tout ça. Donc, il y a un aspect modernisation de la législation qui est quand même très important. Ça, c'est un des premiers aspects. Un des deuxièmes aspects, c'est que, et c'est plus, je dirais, dans le domaine de la sécurité judiciaire et de la sécurité juridique au sens large, et surtout sécurité judiciaire, en matière de recouvrement de créances, par exemple. Environ 6% des décisions étaient exécutées avant l'OHADA. On est pratiquement à 90% aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça a permis une prise en compte plus sérieuse, je dirais, de l'exécution de certaines décisions judiciaires des tribunaux de commerce. Et d'ailleurs, ça a permis la mise en place des tribunaux de commerce qui étaient déjà prévus, mais qui n'avaient pas encore été mis en place. Et l'adhésion à l'OHADA a boosté un petit peu cette volonté de mettre en place des tribunaux de commerce qui aujourd'hui fonctionnent relativement bien, malgré parfois aussi des petites difficultés, mais qui ne sont pas dues à la législation OHADA, bien sûr. D'ailleurs, dans la législation OHADA, on parle de juridiction compétente
On ne parle pas forcément de tribunaux de commerce. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez qu'on laisse quand même une grande partie, une grande latitude au législateur national pour organiser son système judiciaire en rapport avec le droit des affaires. Des difficultés, toutefois, subsistent. Nous avons des tribunaux de commerce ici en République démocratique du Congo qui fonctionnent avec un seul juge, plus des juges consulaires, mais le tribunal ne peut fonctionner que quand le juge est présent, évidemment. Je pense au tribunal de commerce de Kisangani, par exemple. D'autres tribunaux de commerce fonctionnent très bien, comme celui de Kolwezi, etc. Donc là aussi, il faut évidemment prendre le recul nécessaire. La République démocratique est un très grand pays. Les tribunaux de commerce, il n'y en a pas dans tous les ressorts de cour d'appel. Donc, les matières commerciales sont parfois, évidemment, dans l'escarcelle des juridictions classiques. Puis, évidemment, toujours avec une cour d'appel. Vous connaissez mieux votre pays que moi. Vous savez que dans certaines provinces, les conditions dans lesquelles on doit exercer la justice sont très difficiles. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Je vous donne un exemple récent. Je me suis déplacé à Inongo, au Maïdombe. Eh bien, il y a une cour d'appel, mais ils ont un local qui est peut-être 6 ou 7 fois plus petit que celui-ci. Donc, on ne rend pas la justice dans les mêmes conditions quand les conditions pour la rendre ne sont pas les mêmes qu'à Kinshasa, Lubumbashi ou ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Et l'OHADA n'a pas amélioré ça, évidemment. Donc ça, c'est l'avant et l'après. Et finalement, en matière de sécurité juridique, l'OHADA a apporté une sécurité juridique quand même relativement importante avec la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est la cour compétente au troisième degré. C'est-à-dire que la décision d'un tribunal de commerce qui aurait été jusqu'en appel et qui va en cassation, eh bien, ce n'est pas la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, mais la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est une cour communautaire, si vous voulez, qui va jouer ce rôle. Et donc, avec une forme d'impartialité peut-être plus importante, et puis surtout une jurisprudence harmonisée dans tout l'espace OHADA. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Quand vous êtes confronté ici à une difficulté en matière de justice et qu'il n'y a pas de jurisprudence, eh bien, il y a peut-être une jurisprudence OHADA suite à un dossier au Sénégal ou au Tchad ou en République centrafricaine qui peut apporter la réponse. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et toujours en matière de sécurité juridique, un acte uniforme sur le droit des sûretés. Les sûretés ont été clarifiées et les sûretés, c'est fondamental. La sûreté, c'est ce qui permet l'accès au crédit. Alors même si on sait que l'accès au crédit en Afrique est très compliqué parce que les taux sont très très hauts, mais au-delà de l'accès au crédit, la législation sur les sûretés est un des éléments qui est regardé en premier par les agences de notation. Vous savez que tous les pays sont notés par des agences de notation. Et une des premières choses qui est regardée, c'est la pertinence de la législation sur les sûretés. Donc ça, c'est quelque chose qui a permis d'augmenter un peu les notes des pays de l'espace OHADA. Donc ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit. Là, on n'est plus dans du droit, on est dans de la macroéconomie. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pourrais dire sur ces deux questions. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. Le temps de prendre le prochain parlementaire, l'honorable Aridja, pour son allocution. Et l'honorable David Bokama se prépare. Chers collègues parlementaires, tout en saluant la qualité de l'exposé du professeur Stéphane, je souhaiterais lui soumettre deux préoccupations. La première, quel est à ce jour le niveau réel des pénétrations et d'appropriation du droit OHADA par les jeunes entrepreneurs en RDC? Et la deuxième, en quoi la maîtrise du droit OHADA constitue-t-elle un levier stratégique pour les jeunes entrepreneurs congolais? J'ai dit. Merci beaucoup, honorable Aridja. Honorable David.
Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues. Ayant suivi avec beaucoup d'attention la thématique de notre cher professeur, j'ai soulevé une préoccupation que j'aimerais poser à notre cher professeur. Monsieur le professeur, aujourd'hui, en RDC, la plupart des jeunes, la majeure partie des jeunes évoluent dans le secteur informel. Ma préoccupation est la suivante. Quelles mesures, je dirais, incitatives, soit concrètes, faut-il prendre pour faciliter à ce que les jeunes congolais entrepreneurs puissent quitter le secteur informel vers le secteur formel? J'ai dit oui. Merci beaucoup, honorable David. Monsieur le professeur, pour rencontrer ces deux préoccupations. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers étudiants parlementaires, la question de l'efficience du droit au HADA et son taux de pénétration en République démocratique du Congo chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Je vous ai donné tout à l'heure des exemples liés à la grandeur de votre pays et parfois à l'enclavement de certaines régions. Donc le droit au HADA n'a pas pénétré, je dirais, de la même façon à Kinshasa que dans la province de la Mongala, par exemple. Et ce sont des choses qui tiennent tout simplement à la géographie, à la mobilité et aussi aux infrastructures. Ça, c'est une première chose là-dessus. Par contre, le droit qui est appliqué, c'est quand même le droit au HADA. Depuis 2012, alors il y a quand même une période de transition où il a fallu prendre ses marques, et je pense aux magistrats pour qui ça n'a pas été simple dès le début. Mais aujourd'hui, les textes de référence qui sont utilisés, ce sont les textes au HADA. Voilà. Alors, avec cependant un petit bémol, c'est qu'il n'est pas rare de voir dans des cours et tribunaux des magistrats avec un code de 2016. Or, les textes ont évolué depuis. Donc, ça, c'est une problématique. Donc, l'accès à la législation à jour, c'est une problématique, notamment dans le corps des magistrats. Idem pour les avocats. Un avocat de Kinshasa va se procurer beaucoup plus facilement, ou de Lubumbashi, un code OHADA à jour que celui qui se trouve à Mbujimayi, par exemple. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Donc, le taux de pénétration, il est important, mais avec des disparités géographiques. Alors, en quoi est-ce un levier stratégique pour les entrepreneurs? Il y a un point particulier qui qui permet à ce droit d'être un élément de stratégie pour les entreprises. C'est la publication des états financiers au registre du commerce et du crédit immobilier, de la comptabilité, mais aussi des sûretés. Alors pourquoi? Parce que ça permet à tout à chacun d'avoir une image à un moment donné de la santé de ses partenaires, de ses sous-traitants, de ses fournisseurs, de ses clients, où qu'ils se trouvent dans l'espace OHADA. À condition évidemment que l'informatisation du RCCM soit efficiente partout. L'objectif est, et c'est bien développé dans l'acte uniforme sur le commerce général, le droit commercial général, qu'en 48 heures, on peut avoir l'information demandée sur un RCCM où qu'il soit. Donc, si vous passez ici par le guichet unique de Kinshasa, pour leur demander, j'ai besoin
d'avoir l'information financière de telle entreprise qui se situe au Togo. Dans les 48 heures, on doit vous donner ce document. Petit bémol à nouveau, et ça rejoint le taux de pénétration du droit OHADA, c'est que l'informatisation du RCCM n'est pas encore totalement aboutie. Et il y a une disparité, à nouveau, entre les capitales et l'intérieur des pays, que ce soit dans ce pays ou dans les autres. Mais ça, c'est vraiment un élément de stratégie d'entreprise, l'accès à l'information financière de son écosystème économique ou commercial. Où c'est aussi un levier stratégique, c'est que à partir du moment où il y a une forme de sécurité juridique, l'investisseur étranger, alors entendons par investisseur étranger un investisseur de la zone OHADA qui investit dans un autre pays de la zone OHADA ou éventuellement un investisseur hors zone. Eh bien, quand il arrive dans la zone OHADA, il sait à quel droit il sera confronté, il sait que s'il ouvre une filiale dans le pays voisin, ce sera le même droit, etc. Et ça, c'est un levier stratégique et de développement et un vecteur pour attirer l'investissement. Ça, c'est quelque chose qui a été d'ailleurs montré dans les rapports Doing Business et suivants avec une certaine incidence. Maintenant, la zone OHADA, dans son ensemble, est caractérisée par un secteur informel très fort, très marqué. Ici, en République démocratique du Congo, plus encore dans certains autres pays, et je pense à la République centrafricaine. Alors, le secteur informel, c'est quelque chose qui n'est pas inutile. Il fait vivre énormément de monde, de personnes. Ce sont les revenus d'une grosse partie de la population. Non, on ne peut pas dire du jour au lendemain, le secteur informel, c'est terminé. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'il est possible, c'est que de voir que dans ce secteur informel, il y a les tout petits du secteur informel. La maman qui vend des avocats au bord de la route. Elle ne va jamais devenir une société commerciale, à moins qu'avec d'autres mamans, on crée une coopérative. Pourquoi pas? Mais dans le secteur informel, on voit quand même des acteurs qui gagnent beaucoup d'argent, qui génèrent beaucoup de fonds, qui créent beaucoup de valeur. Je vous donne un exemple. Au Tchad, il y avait une dame qui vendait des cigarettes à l'unité. Aujourd'hui, elle a 300 personnes qui vendent des cigarettes pour elle. Et c'est une société commerciale. Donc vous voyez là, il y a bien eu une transition du secteur informel vers le secteur formel et avec création d'emplois. Si c'est possible au Tchad, c'est possible ici. Avec cette opportunité qui se présente, avec le statut de l'entrepreneur pour dire, ben voilà, je ne suis pas sûr que mon activité peut fonctionner dans le secteur formel parce qu'évidemment, je vais être soumis à une fiscalité, à des règles, à des prélèvements. Et donc, ce sera peut-être moins rentable. Ce sera peut-être moins rentable, mais vous aurez aussi une certaine forme de protection juridique. Il est beaucoup plus facile, quand vous êtes dans le secteur formel, d'entamer une procédure de recouvrement de créances. C'est pratiquement impossible quand vous êtes dans le secteur informel. Et donc, vous avez une forme de sécurité. Et cette sécurité, eh bien, elle a un coût. C'est la fiscalité qui sera applicable à votre activité. Donc, vous voyez, le secteur informel, il est utile. Je pense qu'il faut le voir comme un laboratoire de formalisation future, avec un cheminement possible par le statut de l'entrepreneur. Mais c'est aussi, toujours sous forme de laboratoire, c'est là où il y a de l'innovation. Moi, je suis toujours impressionné quand je me promène dans votre pays, de voir la capacité de débrouillardise des gens. Un camion qui est en panne, eh bien, il va être réparé, même si on n'a pas les pièces. Ça s'appelle de l'innovation. C'est ça l'innovation. L'innovation, ce n'est pas l'innovation technologique et faire une nouvelle application pour un téléphone portable. C'est aussi ça, l'innovation. Et ce laboratoire d'innovation, vous y êtes confronté tous les jours, mais il n'a jamais été formalisé. Alors ça fait peut-être sourire, mais imaginez le nombre de personnes qui sont capables de réparer des moteurs dans le pays si on avait une coopérative
de mécaniciens, on pourrait y mettre des milliers de personnes et avoir une très grosse coopérative. Et ça, c'est ça l'avenir, je pense. Et le secteur informel, petit à petit, il peut être transformé, et notamment par la voie des coopératives auxquelles on ne pense pas. On voit toujours la coopérative comme la coopérative agricole. La coopérative, ce n'est pas que agricole, c'est tout secteur confondu. Et donc, il faut le faire. Il faut aller voir ces mécaniciens et dire il y a moyen de travailler ensemble et de gagner de l'argent. Mais il faut un accompagnement. Et ça a été évoqué dans la question comment faire? Quelles mesures incitatives? Les mesures incitatives, je pense qu'il y a un gros effort de communication à faire de la part des autorités, de la part de la Commission nationale OHADA, de la part des organismes régionaux. Je pense dans chaque province, vous avez un ministre de l'économie. C'est aussi à ces provinces à diffuser l'information, à dire mais le statut de l'entrepreneur, ça existe. On peut vous accompagner, on peut au moins vous donner l'information, on peut vous aider à faire la déclaration. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait dans quelques pays, je pense au Bénin, au Mali. Ça n'a pas été fait ici. Personne ne connaît le statut de l'entrepreneur. Il y a plein d'ONG, de coopérations qui organisent l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat dans telle région, etc. Mais on n'y parle pas du statut de l'entrepreneur. Ça, je pense que c'est une erreur, par méconnaissance ou tout simplement parce que les dossiers n'ont pas été montés correctement. D'où la nécessité d'avoir parfois dans les équipes projets, lorsqu'on veut faire de la formation, et notamment à l'intérieur du pays, d'avoir recours à un juriste qui dit mais attention, n'oubliez pas, il y a aussi le statut de l'entrepreneur, il y a aussi la possibilité des coopératives, etc. Et les mesures incitatives, je pense que ce sont celles-là. Merci beaucoup. Je vous fais une relance avant de prendre une dernière question de l'honorable Moustapha, parce que vous avez cité quelques secteurs où on peut faire les coopératives, parlant de jeunes entrepreneurs, parce que vous avez beaucoup travaillé en RDC en ce qui concerne le droit OHADA. Est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs particuliers, ignorés, mais qui peuvent être une aubaine pour les jeunes entrepreneurs congolais? Et lesquels notamment vous pouvez les citer éventuellement? Alors, je pense que le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'agriculture, très, très clairement. Où qu'on aille dans le pays, il y a une agriculture familiale. Cette agriculture familiale, elle est de subsistance, elle est pour la famille, généralement. Or, mettre un peu plus de manioc ou un peu plus de tomates, ça ne prend pas plus de temps ni de travail, mais ça peut faire l'objet d'une coopérative et ça peut permettre d'envoyer ce manioc, ces tomates ou peu importe, dans la ville voisine et de créer une activité. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, fondamental. On le voit notamment quand vous allez dans un village à l'intérieur du pays, vous voyez que tout le monde a quelques poulets. Mais personne n'a dit dans le village, on va mettre tout ça en commun et avoir un véritable élevage de poulets qui soit rentable. Vous voyez, ça c'est de l'esprit d'entreprise. Or, l'esprit d'entreprise, il n'a pas été inculqué dans les écoles aujourd'hui. J'ai eu la chance d'enseigner dans plusieurs universités, notamment des cours d'entrepreneuriat. L'esprit d'entreprise n'existait pas. Il n'y a pas de volonté de se lancer dans une activité économique parce qu'il n'y a pas l'esprit d'entreprise. Et l'esprit d'entreprise, on doit l'inculquer de l'école primaire jusqu'à l'université. Et ne pas dire c'est pas bien d'être entrepreneur. Au contraire, on doit dire c'est aussi ça l'avenir, c'est avec ça qu'on crée des emplois, c'est avec ça qu'on crée de la valeur, c'est avec ça qu'on permettra la redistribution, c'est avec ça qu'on permettra d'avoir des vraies infrastructures. Mais ça, ce n'est pas inculqué dans le système éducatif, pour diverses raisons que je ne connais pas d'ailleurs. Mais je pense que ça, c'est une nécessité. Alors, autre secteur, je l'ai parlé, ce sont toutes les filières professionnelles, de la mécanique au bâtiment, elles ne sont pas structurées. Vous avez voilà, tout ce qui est construction, bâtiment, BTP, on peut créer des coopératives dans ce domaine. C'est pas interdit.
et tout ce qui est mécanique de façon générale. Moi, j'ai remarqué parfois que pour la maintenance des groupes électrogènes, on fait venir des entreprises de Zambie. Pourquoi? Parce que dans les formations professionnelles en République démocratique du Congo, eh bien, tout le monde va dans telle filière ou telle autre et pas dans celle où il y a un besoin. Donc, il faut identifier les besoins, former au regard de ces besoins, et à partir de là, on crée de l'économie. On ne doit pas avoir recours et être dépendant des entreprises des pays voisins. Donc ça, je pense que c'est important. Alors, quel que soit le secteur d'activité, je pense que dans tous les secteurs, on peut créer des choses à condition d'avoir la main-d'œuvre qualifiée nécessaire. Et donc, il faut un lien systématique avec le système éducatif du pays. Est-ce que vous pensez que les jeunes étudiants français ont un esprit entrepreneurial beaucoup plus que les jeunes congolais? Alors non. Ça peut paraître surprenant, mais non. En Europe, l'esprit d'entreprise n'est pas très développé. Vous allez le trouver beaucoup plus développé chez les anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, même en Grande-Bretagne. Mais en Europe continentale, l'esprit d'entreprise, il n'est pas... tout le monde peut être salarié. Et pourtant, vous dites qu'en RDC, il n'est pas aussi développé que ça. On semble être sur le même diapason assez sûr. Oui, on est sur les mêmes constats. Alors, c'est intéressant parce que, si vous voulez, moi, je vois qu'en Europe, les choses vont de moins en moins bien. Et puis, notamment en France, vous voyez que depuis pratiquement un an, on n'arrive même pas à avoir un budget de l'État. Donc, c'est un vrai problème pour diverses raisons. Et alors, la réponse, c'est de taxer plus les entreprises. Vous voyez, on a un problème, donc on va faire de la fiscalité. Alors que quand il y a un esprit d'entreprise, eh bien, il y a beaucoup plus d'entreprises qui fonctionnent parce qu'on les fait fonctionner correctement. Et donc, l'assiette fiscale, on n'a pas besoin de l'augmenter. Elle s'augmente par l'amplitude du nombre d'entreprises. Et c'est de ça dont les pays africains ont besoin, c'est d'avoir plus d'entreprises du secteur formel pour que la fiscalité soit suffisamment dimensionnée pour que l'État puisse redistribuer. Quand je dis redistribuer, c'est surtout en matière d'infrastructure, d'accès à l'électricité, etc., sans dépendre des bailleurs de fonds, sans dépendre des coopérations étrangères qui finalement vous imposent leurs projets à eux, puisque c'est eux qui les valident, et donc ce n'est pas forcément vos projets à vous. Et ça, c'est une dépendance. Et la dépendance, pour la réduire, eh bien, ça ne peut être que par l'esprit d'entreprise, le nombre d'entreprises et la fiscalité qui va s'y adjoindre. D'accord, merci beaucoup. On va prendre l'honorable Mustapha Tchibambi pour son allocution. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Face à la pression et aux tracasseries fiscales qui freinent l'entrepreneuriat des jeunes en RDC, je souhaiterais poser des préoccupations à notre invité de marque, le professeur Stéphane. Pourquoi les droits de l'OHADA n'intègrent-ils pas la matière fiscale dans notre pays? Est-ce un choix lié à la souveraineté de l'État? La deuxième préoccupation, quelles réformes concrètes recommandez-vous pour rationaliser la fiscalité en RDC et encourager la formalisation des jeunes entrepreneurs? J'ai dit honorable président. Merci beaucoup, honorable Mustapha. Monsieur le professeur, pour rencontrer cette question, et nous allons chuter. Alors, sur le premier point, pourquoi la réglementation fiscale n'est pas harmonisée dans un acte uniforme? Mais tout simplement parce que le pouvoir de lever l'impôt est une compétence régalienne des États. Donc, vous avez ça dans toutes les organisations régionales. Dans l'Union européenne, par exemple, l'Union européenne ne prélève pas d'impôt parce que c'est du domaine régalien des États membres. Par contre, les États cotisent à l'Union européenne pour son budget.
comme les États membres de l'OHADA cotisent à l'OHADA pour son budget. Mais la fiscalité, imaginez, en fonction des réalités du pays. On ne peut pas avoir la même fiscalité que son voisin. Alors je vais prendre des exemples totalement différents, mais sur le continent africain, vous avez par exemple le Maroc. Le Maroc a une économie assez florissante, qui fonctionne relativement bien au niveau économique, je parle. Et puis vous allez avoir des pays comme le Sud-Soudan, où pratiquement rien ne fonctionne, ou difficilement. On ne peut pas avoir la même fiscalité dans ces deux pays. Vous voyez? Alors j'ai pris volontairement des pays hors de la zone OHADA, mais ce serait compliqué. On ne peut pas adapter, avoir une fiscalité commune dans des réalités totalement différentes. Ça, et c'est une des raisons pourquoi on a laissé ça dans le domaine régalien des États. Et puis, les États ont des besoins à l'intérieur de leurs frontières qui peuvent varier en infrastructure, en sécurité sociale, etc. etc. Et donc, on va adapter la fiscalité aux besoins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur comment rationaliser la fiscalité dans votre pays. Alors, je pense que la fiscalité, elle est toujours rationnelle, c'est son application et c'est la façon de prélever qui est parfois à corriger. Effectivement, il y a beaucoup de règles fiscales qui s'empilent les unes aux autres, qui s'enchevêtrent. Et ça peut poser des difficultés, ça peut amener du flou d'ailleurs. Alors, moi j'ai deux propositions. La première, c'est la spécialisation et avoir des vrais fiscalistes. Parmi les avocats congolais, on a très peu de fiscalistes. Ça, c'est une nécessité. Quand une entreprise a une difficulté avec le fisc ou quel que soit le service du ministère des Finances, eh bien, il faut des avocats spécialisés qui peuvent défendre leurs clients. Or, aujourd'hui, des avocats spécialisés en fiscalité, il y en a très très peu. Et le seul que je connaissais vraiment spécialisé, il a été absorbé au ministère des Finances. Donc, vous voyez, ça, c'est une des premières solutions. La deuxième solution, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Plus il y aura d'entreprises, plus on rationalisera la fiscalité, puisque l'assiette de prélèvement, enfin d'entreprises à prélever sera plus importante, eh bien, on pourra rationaliser et supprimer les choses superflues. Ça, c'est inéluctable. Mais il faut suivre ce cheminement que j'ai décrit tout à l'heure. Alors, vous avez aussi une évolution aujourd'hui dans la fiscalité, c'est la fiscalité environnementale. Je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas effacer. Pourquoi? Parce que on voit que pour des raisons de changement climatique, pour des raisons de respect de l'environnement, eh bien, il faut bien prélever pour respecter l'environnement ou pour éviter de le détruire. Je pense notamment au prélèvement que l'on fait aux entreprises minières pour réhabiliter les sites, une fois que l'exploitation est finie. Ça, c'est de la fiscalité environnementale, mais qui est utile. Voyez. Donc, nous en Europe, par exemple, on a ce qu'on appelle l'écotaxe. Quand vous achetez un appareil électrique, eh bien vous payez une petite taxe qui va servir au recyclage de ces produits pour éviter que ça pollue à droite et à gauche. Vous voyez? Donc ça, c'est une forme de fiscalité que l'on va voir de plus en plus souvent, y compris ici, mais à condition qu'elle ne se superpose pas à nouveau sur d'autres choses. Donc, vous voyez, tout ça, il va falloir être en mesure de le rationaliser, mais par les deux moyens que je vous ai dit, des bons fiscalistes et une assiette d'entreprises fiscalisables plus importante. Alors, peut-être une relance pour chuter au sujet de la fiscalité. C'est que craint la plupart de jeunes entrepreneurs, c'est de la pression fiscale qui est énorme en RDC. On parle de près de 12% ou même plus. Mais les découragements arrivent lorsqu'on se dit, OK, on va payer les impôts, mais est-ce qu'en retour, ceux qui prélèvent l'impôt, je veux dire l'État, nous rétribue
effectivement, pourquoi ces impôts-là sont prélevés? Comment cela devrait être compris à votre sens? Oui, c'est la question de que fait-on de l'impôt prélevé? Alors, effectivement, l'impôt prélevé, dans un premier temps, il va dans le budget de l'État. Moi, j'ai commencé à venir dans votre pays en 2015-2016. Le budget de l'État, il était d'environ 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, je crois qu'il est d'environ 16 ou 18 milliards. 13 milliards. 13,5. Donc, ça fait quand même plus de 2 en 10 ans, ça a fait plus que x2. Ça veut dire que cet argent vient bien de quelque part. Donc, il vient de la fiscalité, en partie, en grande partie. Moi, je ne suis pas certain que cette pression fiscale, elle soit outre mesure. J'ai fait le calcul pour mon pays, le pays où j'habite en France, sur la vie d'un individu. 90% de ses revenus retournent à l'État, au travers de l'impôt sur le revenu, des charges sociales, de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, les taxes foncières, d'autres taxes directes, les droits de succession lorsqu'il décède, etc. Ça, c'est sur une vie. L'impôt sur les sociétés, il est, d'un pays européen à l'autre, il est autour de 20%. Plus les charges sociales qui viennent s'ajouter. Pour un salarié, l'impôt sur le revenu, alors il va de 0 à 50% en fonction de la tranche de revenu. Donc si vous avez un bas revenu, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Si vous avez un haut revenu, on vous prend 50%. Et puis il y a des strates, 10, 20, 30, 40%, plus ou moins. Donc la fiscalité, elle est très importante. Mais effectivement, il y a une redistribution qui est plus ou moins transparente. En tout cas, il y a des infrastructures, l'électricité, tout ce qu'il faut. Où le bas blesse dans certains pays, c'est qu'il n'y a pas cette transparence telle qu'on peut l'avoir en Europe. Ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas redistribuées d'une façon ou d'une autre, mais elles ne se voient pas forcément. Alors, ici, vous avez un budget de 13 milliards. Je vous donne juste un exemple. En France, le budget de la police, il est au-delà du milliard, que pour la police. Donc avec 13 milliards, on ne peut pas faire des miracles. Vous voyez? Donc il y a de la redistribution ici. Quand on arrange une route, etc., l'argent vient bien de quelque part. Donc il y a de la redistribution, mais de la redistribution proportionnelle au budget de l'État de 13 milliards. Dans un pays qui est 4 ou 5 fois plus grand que celui où j'habite. Non, mais une autre question, peut-être que les Congolais vont vous rétorquer parce qu'ils n'accepteront pas que je vous laisse sans dire ça. C'est que on a l'impression que l'impôt sert à enrichir des individus de politique, parce que ici on détourne un milliard, je vais dire 1 million. On parle de paradis fiscaux, certains opposants dénoncent. C'est-à-dire que si vous dites qu'on redistribue, il semble, à notre sens, qu'il y a beaucoup plus de détournements, d'évasion dans des paradis fiscaux qu'une vraie redistribution par rapport aux vrais enjeux de l'État. Oui, alors j'avais bien compris votre question et sa sensibilité. Alors, des abus, il y en a ici comme ailleurs. Alors c'est vrai qu'ici, quand on lit la presse, on voit que parfois c'est dans des proportions très importantes. Quelle réponse à ça? Je pense que vous avez des législations pour contrer ça. Vous avez une législation anticorruption, vous avez une législation anti-blanchiment d'argent, vous avez le CNRF, vous avez dans vos services de renseignement le service intelligence économique et financière, etc. Donc, il y a les moyens pour lutter. Maintenant, ces moyens existent, la mise en œuvre, ça, moi, je n'ai pas de main mise là-dessus. Oui, il y a des abus. Il y a des abus partout. Regardez, en France, on a quand même mis l'ancien président en prison. Hein. Donc, les abus existent partout. Et ils sont parfois punis, parfois non punis. Il y a beaucoup de choses qui passent sans être punies.
Mais il y a eu des punitions ici aussi. Absolument, mais Voilà. pour revenir sur la pression fiscale, c'est que certains Français ou ceux de la diaspora qui sont en France, de Congolais, pensent que c'est une asphyxion que de se voir amputé de 90% de ses revenus en nom des impôts. Il y a même ceux qui se découragent maintenant d'aller en France pour dire, écoutez, mais si vous venez ici, on va vous payer 10 000 $, mais finalement, vous allez vous trouver à la fin du mois avec 300 € parce que finalement, tout est repris dans les charges. Ah mais oui, mais c'est le système redistributif européen qui est comme ça. Et puis, gagner 10 000 $ en Europe, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de gagner ça, hein. Donc, le salaire moyen, c'est plutôt 2 500 €, ce qui paraît beaucoup, mais le coût de la vie est très important aussi. Puis, il y a beaucoup de prélèvements. Quand vous gagnez 2 000 € en Europe, vous n'avez plus rien à la fin du mois. Ça, c'est certain, hein. Donc, mais il y a de la redistribution. Si vous êtes malade, on vous soigne. Voilà. Donc c'est le prix à payer pour avoir la redistribution. Alors, mais je comprends totalement le sens de votre question, c'est que ici, même si on avait autant de prélèvements, s'il y en a une partie qui disparaît, ben, la redistribution, elle serait un peu hasardeuse. Oui, c'est un fait. Alors je pense qu'il faut avoir le courage politique, je pense, de dire ben, nous avons une législation pour lutter contre ça, on va la faire respecter. Mais ça dépendra, ça dépend et ça dépendra de vos dirigeants et de leur vision de leur pays. Alors, un dernier message, qu'est-ce que vous pouvez adresser comme message, parce qu'on parlait des jeunes entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs ou même aux sociétés qui échappent à la fiscalité, qui pensent qu'ils font du bon taf pour leur société que d'échapper à l'imposition. Quel message vous pouvez les adresser? On va chuter. Alors, je pense qu'on a tous envie d'échapper à l'impôt, hein, moi le premier, parce qu'on n'aime pas de payer des impôts, mais on est content quand on bénéficie des infrastructures. Mais c'est humain de vouloir échapper à l'impôt. Alors, il faut distinguer celui qui triche pour ne pas payer et celui qui optimise pour payer moins. C'est deux choses différentes. On peut faire de l'optimisation fiscale pour payer moins. Donc, et c'est d'où la nécessité d'avoir des bons fiscalistes qui vont savoir quel chemin emprunter pour payer moins. Ça, c'est pas illégal. Donc, comme on n'aime pas trop payer l'impôt, on fait de l'optimisation. C'est pas illégal. Par contre, tricher pour pas payer, là, c'est de la fraude fiscale. Et là, ben, je pense qu'il faut sanctionner. Quelle que soit l'entreprise, que ce soit une entreprise nationale, que ce soit une entreprise étrangère, que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise. Bien faire comprendre aux contribuables, personnes morales, qu'il doit contribuer à la vie en société et que si chacun triche pour ne pas payer, eh bien, le système ne pourra pas fonctionner, tout simplement. C'est la synthèse de tout ce qu'on a dit. Tant qu'il n'y aura pas de fiscalité qui permet à l'État de vivre et de redistribuer, à condition effectivement que ça ne s'évapore pas, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il faut plus d'entreprises, il faut l'esprit d'entreprise dans l'éducation, il faut un accompagnement du secteur informel vers le secteur formel. Et ce n'est pas une question de fiscalité. C'est une question d'abord d'avoir des entreprises. La question de la fiscalité, elle vient après. Voilà. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez prendre place, mais aussi de nous avoir entretenus sur ces sujets. J'espère que les étudiants ici présents et ceux qui vont nous suivre en ligne ont compris de manière assez volatile. C'est que c'est le droit au WADA, le champ de son application dans l'espace, mais aussi les autres implications eu égard aux sujets qui sont posés. Monsieur le professeur, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est par ici que nous allons mettre un terme à cette plénière que vous allez retrouver ce dimanche sur GMR TV à 17h juste et sur nos plateformes numériques. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants.